qu'on est ensemble pour une conférence qui va durer environ 30 minutes. Il y aura aussi 15 minutes de questions et puis si vous avez encore envie d'en parler, bien sûr on pourra en parler à la buvette. Le talk de ce soir s'appelle « Décider ensemble un impensé collectif ». Ça va être un peu interactif, parfois je vais vous poser des questions, parfois je vais faire des sondages à main levée. Donc normalement vous ne devrez pas trop vous endormir. Et ma première question, c'est là, nous tous, vous tous, combien d'heures de formation vous avez eu sur le sujet de décider ensemble, apprendre à décider ensemble? Je vois des zéros. Est-ce qu'il y a quand même quelques-uns qui ont eu un peu de... Voilà, il y a longtemps, de la gouvernance quand même peut-être, des MOOC de gouvernance, choses comme ça, un petit peu quand même, on a quelques mains. Et pourtant, on décide tous les jours ensemble. Mais tous les jours, à toutes les échelles, hein, dans son foyer, au travail, à l'école, dans les associations. Donc c'est un peu quelque chose qui m'a paru paradoxal, c'est ce côté où en fait on est face à quelque chose qu'on fait tous les jours et pourtant personne ne nous a appris à décider ensemble. Donc c'est un peu la raison de ce talk et de ce qu'on va explorer ensemble ce soir. Je suis en train de bouger au même endroit. La conférence est divisée en deux parties, une première qui va être plutôt axée sur le constat et puis une seconde sur les solutions. Donc assez classique, mais voilà comment on va se retrouver. La première chose, hop, je passe aussi là. Comment est-ce qu'on prend des décisions collectives ensemble? Donc là, pareil, je vous pose la question. Donc, a priori, vous n'avez pas été formé, mais vous en prenez des décisions. Donc alors, là, comme ça, sans forcément avoir besoin de lever la main, comment vous prenez ensemble des décisions? Quelle méthode vous utilisez? Dialogue. Consensus, parfois aussi consensus flou. On élit des gens qui font. Les élections, tout à fait. Et pour élire les gens, tu fais comment? Le vote, pareil, une autre méthode assez connue. Bon, là, ça regroupe voilà, un peu ce qu'on utilise habituellement. Et voilà, on pourra parler des différentes méthodes et qu'est-ce qu'elles provoquent. Mais finalement, ce que ça dit, c'est que on n'a certes pas été formé, mais finalement, on a quand même des habitudes, on a quand même des façons de faire. La deuxième partie du titre de la conférence, c'est l'impensé collectif. Pour ceux qui ne connaissent pas le concept, c'est qu'en fait, à toute époque, il y a des impensés collectifs. À une époque, ça nous paraissait normal d'avoir l'esclavage. Ça nous paraissait normal que la moitié de l'humanité, les femmes, ne pouvaient pas aller voter. Etc. Ça nous paraissait normal, par exemple, qu'on puisse utiliser la violence pour éduquer les enfants. Donc évidemment, à toute époque, il y a des impensés collectifs. Vous connaissez sûrement la célèbre phrase qui dit que tout changement révolutionnaire, ça passe par trois phases. D'abord ridicule, dangereux et évident. Donc forcément, le droit de vote des femmes, à un moment donné, c'était ridicule. Et après, ça a été dangereux. Et maintenant, aujourd'hui, c'est évident. Et il faut se dire qu'à notre époque, il y a aussi des impensés collectifs, c'est sûr. Dans 50 ans, on va revenir en arrière, on va se dire, mais comment ça se fait qu'on faisait ça comme ça, quoi? Et donc la question que je viens de poser aujourd'hui, c'est de se demander si la façon dont on décide ensemble, collectivement, est-ce que c'est pas la chose qu'on va se dire dans 50 ans, mais comment ça se fait qu'ils décidaient comme ça, quoi? Comment ils ont fait pour faire tourner la société comme ça, quoi? Donc on va explorer ça ensemble. Tout à l'heure, je vous ai dit, est-ce que vous avez des méthodes, est-ce que vous avez un cadre, on peut l'appeler ça différemment, on peut appeler ça des réflexes culturels de décision, avec grosso modo les trois méthodes, l'autorité, le vote et le consensus flou, qui ont chacun avantage et inconvénient. Concernant l'autorité, c'est le fait de choisir quelque part un chef qui va décider pour nous. Alors ça a l'avantage qu'on va décider vite. Par contre, ça fait que c'est qu'une personne qui décide, donc on ne profite pas forcément de l'intelligence collective. Et puis parfois, on va avoir des décisions qui ne vont pas dans le sens de l'intérêt du groupe, et du coup, on a un groupe qui est plutôt réfractaire au changement. Ça peut créer de la friction. On a la méthode du vote, alors bien souvent reconnue comme démocratique. Après, il faut aller creuser. Le classique vote à majorité absolue, donc 50%. Donc son avantage, c'est qu'il est plus démocratique. Son inconvénient, c'est qu'il crée quelque part des gagnants et des perdants. S'il y a 60% de personnes à dire oui et 40% à dire non, la décision est prise, la majorité l'emporte, mais on a toujours 40% de personnes qui peut-être considèrent que c'est la mauvaise décision et vont potentiellement essayer de saboter plus ou moins inconsciemment ou consciemment la décision qui a été prise. Donc ça, c'est quelque chose que je pense que vous avez tous déjà pu voir dans votre vie de tous les jours, que ce soit dans le système politique ou que ce soit en entreprise. On a déjà eu ce genre de cas. Et enfin, le consensus flou, donc le plus répandu, j'ai entendu tout à l'heure, on discute. Je me serais attendu à ce que quelqu'un me dise on fait un fight club et celui qui gagne, c'est celui qui a gagné le combat, quoi. Mais bon, peut-être que c'est la première règle du fight club, on n'en parle pas. En tout cas, souvent, ça se transforme en consensus flou. J'appelle ça consensus flou parce qu'en fait, il n'y a pas de cadre. C'est-à-dire qu'on discute,
Et finalement, on discute jusqu'à quand, c'est pas dit. À quel moment on prend la décision, c'est pas dit. Donc ça donne des réunions qui sont parfois interminables. Parfois d'ailleurs, à la fin de la réunion, on n'a pas pris la décision, donc on se dit on va refaire une réunion pour prendre la décision. Et puis souvent ça joue finalement à celui qui a le plus de bagoule, le plus de charisme, ou alors celui qui est capable de durer plus longtemps, le dernier qui lâche. Il y a aussi tous les biais qui vont entrer en jeu, les biais de genre, les biais d'hierarchie, et qui ne sont pas forcément nommés. Et donc, voilà donc pour nos 3 réflexes culturels qui, on l'a dit, ont un certain nombre d'inconvénients. Et ça, moi, ça me révolte, en tout cas, ça m'intrigue, parce que pourtant, des processus, on en a partout dans la vie, quoi. Vous imaginez pas un chantier qui se fait sans processus, un chirurgien qui commence à faire une opération sans avoir une procédure déterminée, un pilote dans l'avion qui monte et qui, le première chose qu'il fait, c'est qu'il vérifie tout son avion. Et pourtant, vous aussi, vous avez des processus. Alors, on est tous en train de concevoir des applications hyper complexes. On fait que ça, de penser le monde pour le transformer sous forme d'une application qui va automatiser un certain nombre de processus. Et finalement, c'est automatiser des processus intellectuels. En fait, on n'a pas attendu l'IA pour automatiser les processus intellectuels. Et bizarrement, sur le fait de décider ensemble, on est assez peu à se poser la question de comment on décide ensemble et est-ce qu'on ne pourrait pas améliorer ce bout de programme-là, que pourtant auquel on fait appel tous les jours, et qui, a priori, a quand même un certain nombre de bugs, ou en tout cas d'inconvénients qu'on a repérés. Petit retour d'expérience sur l'habitat participatif. Pour ceux qui ne connaissent pas le concept, l'habitat participatif, ce sont des foyers qui vont décider de se réunir pour pouvoir habiter au même endroit, dans le même lieu. Ça peut prendre des formes très différentes. Ça peut être 2 foyers comme 50, ça peut être en rural comme en ville, ça peut être dans des formes très collectives comme la colocation, à des formes complètement individuelles comme un écoquartier où chacun est dans sa maison. Et puis on va partager quelques communs, il y a souvent la notion de commun. Oui, voilà, ça prend des formes très différentes. Par contre, ce que va avoir de commun finalement dans tous les groupes d'habitat participatifs, c'est qu'on se retrouve à créer souvent une structure juridique, une entreprise, et comme toute entreprise, on va devoir prendre des décisions. Or, contrairement à une entreprise plus classique, on va rarement partir sur une gouvernance horizontale, avec une hiérarchie, des chefs, des sous-chefs. Là, on est des habitants, un certain nombre de foyers qui ont décidé de vivre ensemble à côté. Il n'y a pas trop de raison qu'il y en a un qui soit le chef par rapport aux autres. Alors certains groupes ont quand même cette notion de hiérarchie, mais c'est rarement aussi pyramidal que dans une entreprise. Donc on est plutôt sur une gouvernance horizontale. La deuxième chose, c'est que si on utilise le vote pour prendre nos décisions, je l'ai dit tout à l'heure, on va créer des gagnants et des perdants. Ce qui va du coup créer des frictions. Or, dans l'habitat participatif, l'ennemi numéro 1, presque, c'est le facteur humain. On a même inventé un terme pour ça, c'est le PFH, putain de facteur humain, qui d'ailleurs peut se transformer en précieux facteur humain, donc à nuancer. Toujours est-il que si on crée des frictions à chaque fois, on ne va pas pouvoir faire durer notre groupe très longtemps. Et puis il reste la dernière solution classique, c'est le consensus flou, on en discute. Sauf que là, comme dans une entreprise, on a énormément de sujets à discuter, quoi. Donc quand on fait de l'habitat participatif, il faut qu'on parle juridique, urbanisme, architecture, économique, gouvernance, vision, qu'est-ce qu'on fait ensemble, nos communs, nos règles. Donc ça va de la couleur du canapé dans la salle commune à quel modèle juridique on a ou quelle entreprise on choisit pour rénover la toiture. Il y a énormément de décisions à prendre et vous vous doutez bien que ça en fait des réunions, ça en fait des décisions à prendre collectivement, surtout si on est en gouvernance horizontale. Or en plus, autre contrainte, contrairement à une entreprise où elle a ses salariés qui sont présents du lundi au vendredi sous un contrat 35 heures, c'est plutôt un side project. C'est-à-dire que là, en fait, vous avez des gens qui ont déjà une vie familiale, une vie professionnelle, et qui, en plus de ça, vont tenter de créer un habitat participatif. Donc ça va être le soir, le week-end, des visios de temps en temps, une réunion en présentiel une fois par mois. Mais donc du coup, il va falloir quand même qu'on optimise le temps qu'on a pour pouvoir avancer vite, quoi. Si on passe une journée sur un sujet et tout ça pour dire à la fin, on n'a pas pris de décision, donc il faudra qu'on prenne le mois prochain, autant vous dire que les gens ils vont vite quitter le bateau avant même qu'il soit sorti du port. Donc du coup, évidemment, dès les années 60, quand l'habitat participatif a commencé à émerger, les gens se posaient la question, quoi. Comment on fait pour décider ensemble de façon horizontale sans tomber dans les biais qu'on a vus avant? Il y a eu plein d'expérimentations, je vais vous les passer, mais finalement c'est pour dire qu'il y a déjà des gens qui ont réfléchi à ces questions-là. Des gens qui ne sont pas du tout dans le milieu de l'ingénierie, mais au final, des gens aussi qui sont dans le cadre d'entreprise. La décision collective, on ne part pas de zéro. Donc la partie suivante de la conférence qui va parler des solutions, je vais évidemment vous parler de choses qui existent, qu'on n'aura pas à inventer nous-mêmes.
Est-ce que jusque-là, ça va? J'ai perdu personne? Eh bien, dans ce cas, on enchaîne avec la seconde partie de la conférence, sur plutôt la partie solution. Donc, je vous le disais, en fait, ça fait déjà des décennies qu'il y a des organisations qui pensent à améliorer ce qu'on appelle la gouvernance. Donc la gouvernance, ça regroupe l'ensemble des règles, des outils qu'on va pouvoir utiliser pour collectivement gérer une personne morale, un bien collectif. Et donc du coup, il y a tout un tas d'outils qui ont déjà été créés, qui sont là sur étagère, qu'on n'a plus qu'à prendre. Donc vous, en tant que développeur, quand vous créez un projet, vous allez rarement tout faire vous-même. Vous allez prendre sur étagère un certain nombre de dépendances, de librairies, et vous allez les intégrer dans le projet. Et puis bien souvent, vous allez aller lire la documentation associée. Et puis peut-être que par la suite, en fait, cette brique-là, elle est super, elle fait un tas de choses, mais elle ne correspond pas à tous nos besoins. Bon, dans ce cas, je vais peut-être rajouter des choses en plus. Ou peut-être que je vais faire même une PR pour pouvoir proposer une amélioration de la méthode. Là, c'est la même chose, mais sauf que ce n'est pas de l'informatique, c'est des outils de gouvernance. Donc on peut citer entre autres la sociocratie, l'holacratie, les méthodes de vote par jugement majoritaire, la gouvernance partagée, l'élection sans candidat, etc. L'idée, c'est de pas d'aller vous expliquer ça ce soir, ça prendrait trop de temps, mais c'est pour vous dire que ça existe, donc n'hésitez pas à aller vous informer là-dessus. Et nous, on va se concentrer plus particulièrement sur la prise de décision, puisque c'est le sujet, avec notamment la prise de décision par consentement. C'est ça qu'on va aller explorer. Pour ça, déjà, je fais un petit détour pour faire un petit point sur la différence entre consentement et consensus. Parce que tout à l'heure, j'ai entendu dire on en discute, donc finalement, j'ai entendu aussi consensus. Moi, j'ai parlé de consensus flou. Et effectivement, au départ, dans les années 60, quand les groupes d'habitat participatif se sont lancés, c'est assez courant qu'ils sont partis sur la méthode du consensus. Parce qu'on s'est dit, on est tous au même niveau, ça paraît logique que finalement, au lieu d'avoir un chef qui va décider, on va décider tous ensemble et à chaque fois qu'on aura une décision à prendre, on va prendre une décision qui convient à tout le monde. Bon, ça paraît logique et après, dans les faits, c'est devenu plus compliqué. Le document que je vous montre à l'écran, il a été fait par l'Université du Nou en association avec Colibri et Oasis pour un MOOC sur le sujet. Mais donc du coup, l'Université du Nou, c'est une association qui est présente en France, qui forme des associations mais aussi des entreprises sur la gouvernance partagée. Donc n'hésitez pas, ils ont énormément de ressources très intéressantes. Donc là, je zoome un peu. Donc là, le consensus, c'est l'idée d'avoir un accord positif unanime. On va rechercher, donc là les petits points, ce sont les personnes, et on va rechercher la solution qui correspond aux besoins de tout le monde, qui convient à tout le monde. Tout le monde doit dire oui. Tandis que dans le cadre de la méthode de prise de décision par consentement, on part du principe qu'en fait, il y a plusieurs solutions possibles. Qu'il y a certaines solutions qui ne conviennent pas à ce qu'on a besoin de faire ensemble. Donc ça, c'est celles qui sont en dehors du triangle. Par contre, il y a un certain nombre de solutions qui pourraient convenir, qui sont à l'intérieur du triangle. Alors peut-être que parmi celles-là, il y en a une meilleure que les autres. Il y en a une qui serait la solution parfaite. Mais à la limite, est-ce qu'on a besoin d'avoir la solution parfaite? Parce que trouver la solution parfaite, c'est aussi prendre du temps à la trouver en fait. Et c'est ça que souvent qu'on constate quand on fait des prises de décision par consensus, c'est que pour trouver la solution qui convient à tout le monde, il faut du temps, il faut beaucoup de réunions. Alors parfois on peut se le permettre, mais quand on a beaucoup de décisions à prendre, ça crée une fatigue des réunions, fatigue des prises de décision. Alors que bien souvent, en fait, on peut se contenter d'aller chercher non pas la décision parfaite, mais en fait la décision qui convient, celle qui fait l'affaire. Et donc là, ça va plutôt plus personne ne dit non, ou alors plus personne ne met d'objection. Donc quelque part, on va trouver parmi le triangle là, une solution qui convient à tout le monde. La phrase qui va souvent avec cette méthode-là, c'est de dire « est-ce que je peux vivre avec ?» Et en fait, bien souvent, on peut vivre avec une décision. C'est peut-être pas celle que nous on aurait prise, c'est peut-être pas celle qu'on préférait, mais elle a l'air de correspondre aux besoins qu'on a identifiés. Ça n'empêche pas que plus tard on pourra modifier, amender, revenir dessus si nécessaire, mais dans l'immédiat, elle correspond aux besoins du groupe et je peux vivre avec, ça ne me pose pas trop de problèmes. Donc voilà pour les deux différences. Et maintenant, on va aller creuser un petit peu la méthode du consentement, le processus de prise de décision par consentement. Mais avant ça, petit détour pour parler de la conception des règles. Là, je suis en train de prendre un outil sur étagère qui est la prise de décision par consentement. Mais en fait, vous n'êtes pas obligé de prendre un outil sur étagère. Comme quand vous développez un logiciel, vous pourrez très bien recréer from scratch n'importe quelle librairie dont vous pourriez avoir besoin. Là, c'est pareil. Vous pourriez très bien vous poser les questions entre vous de comment est-ce que je décide, qui décide, quand, comment, à quel délai.
Et ça, c'est des questions qu'on peut se poser à l'échelle d'un groupe. Donc à l'échelle de votre petit groupe de dev, vous pouvez vous poser déjà la question. Et pour clarifier quelque part les choses que vous faites peut-être déjà, mais au moins ça va les clarifier. Ou vous pouvez partir d'un outil sur étagère et ensuite commencer à l'expérimenter et puis l'amender, l'adapter à votre besoin. En tout cas, l'idée quand même, ça va être de même que dans le logiciel, on va concevoir un produit qui correspond à notre besoin. Là, on va concevoir un outil qui correspond à notre besoin. Et puis c'est un outil qui est évolutif. C'est pas parce qu'on a décidé à un moment que c'est comme ça que ça fonctionnait qu'on ne peut pas le modifier. Donc, je vais vous montrer un autre document qui vient de l'Université du Nou, processus de consentement. Comme vous pouvez le voir, il y a plusieurs bulles. Alors je suis désolé pour ceux du fond, mais de toute façon je vais le dire à l'oral. Donc c'est un processus en plusieurs étapes. Ça va de 0 à 5. Ça c'est le processus de base un peu, qu'on peut venir amender, améliorer. Ce processus-là, évidemment, il est plutôt... On va en utiliser l'intégralité lorsque on a une grosse décision à prendre. Et c'est bien de l'avoir expérimenté pour pouvoir ensuite l'utiliser dans des plus petites décisions, ou voire l'utiliser justement quand on en a besoin. Mais évidemment, je vous en reparlerai tout à l'heure, dans le quotidien, c'est rare qu'on fasse l'ensemble des étapes du processus, on accélère les choses pour les petites décisions. Donc la première chose, la première étape qui est l'étape 0, c'est la préparation de la proposition. Quand on a une décision à prendre, on peut préparer ces prises de décision. Elle s'appelle étape 0 parce qu'elle peut éventuellement se faire en amont. Et c'est d'ailleurs ce que vous faites souvent, il y a un groupe de travail, il y a une personne qui a travaillé sur quelque chose, et puis ensuite on provoque une réunion pour prendre une décision sur le sujet, et il y a quelqu'un qui arrive avec au moins un petit pitch, un début de présentation, voire même une proposition construite. Donc soit c'est quelque chose qui est préparé en amont, soit c'est quelque chose qu'on fait ensemble. Donc on a tel sujet, il faut qu'on en discute, début de la réunion, parole au centre, et chacun va dire ce qu'il a à dire sur le sujet. Au bout d'un moment, il y a une proposition qui émerge, soit parce qu'elle a été proposée en amont, soit parce que quelqu'un se dit, bon bah là j'ai écouté suffisamment les avis de tout le monde, je pense que je suis en capacité de formuler une proposition. Dans ces cas-là, il va formuler sa proposition comme telle, et le groupe va prendre en compte qu'il y a une proposition qui est formulée. Une fois qu'il y a une proposition qui est formulée, on va essayer de la faire passer dans le tuyau jusqu'au bout. Et on ne va pas court-circuiter le système, c'est-à-dire qu'il n'y a pas quelqu'un qui va arriver qui va dire « Ah non mais moi j'ai une meilleure proposition ». Tu as peut-être une meilleure proposition, mais pour l'instant on étudie la première proposition. Donc on évite quelque chose qui arrive souvent dans le consensus flou, d'avoir justement ces croisés qui font qu'on a l'impression de ne pas avancer. On fait un premier tour de clarification. Donc ça, le but c'est pas de dire moi j'aime pas la proposition. C'est juste de savoir si tout le monde a bien compris la proposition. Une chose qu'on peut faire éventuellement, c'est mettre la proposition au tableau, quand c'est des décisions importantes, par écrit, que tout le monde la voit. Une fois qu'on a fait le tour de clarification, on passe au tour de ressenti. Là, c'est l'idée que chacun va pouvoir, s'il le souhaite, s'exprimer sur la proposition pour dire elle me convient pas, voilà pourquoi elle me convient pas. On entend ce que les gens ont à dire. Étape 3, la personne qui a fait la proposition va avoir la possibilité d'amender sa proposition. Soit d'ajouter quelque chose par rapport à ce qu'il a entendu, soit de supprimer quelque chose, soit de modifier, voire même, il peut choisir de la retirer. Je dis finalement, j'ai entendu, il y a Sylvain, il n'est pas d'accord avec la proposition, il m'a expliqué pourquoi, effectivement je considère que ma proposition n'est pas celle qu'il nous faut, je retire ma proposition, on repart au début. Ou justement, je la modifie, voire même, je ne la modifie pas, je la laisse telle qu'elle. J'ai entendu, peut-être qu'il y a un tel qui a exprimé le fait qu'il aurait préféré voir ci dans la proposition, mais moi je considère que j'ai la responsabilité à ce moment-là d'essayer de dire c'est quoi la meilleure décision pour le groupe, et je considère que je la laisse telle qu'elle, ma proposition. On passe du coup à l'étape 4, émettre les objections. Donc là, le but c'est de voir s'il y a des objections. Donc c'est-à-dire que là, on s'apprête à prendre la décision elle a éventuellement été remise au tableau, tout le monde sait de quoi il s'agit, on a écouté le ressenti de chacun, et donc là c'est le moment où on demande aux gens, en gros, est-ce que vous pouvez vivre avec ? Il y a plusieurs façons de faire. Dans notre cas, nous, ce qu'on a pas mal fait dans le cadre de l'Écho du Héron, un groupe d'habitants dans lequel j'étais, on en profitait pour lever la main. Donc tout le monde lève la main, ça permet déjà de voir qui est là et pas là. Parce que souvent, on se disperse dans une réunion. Là, il y a seulement ceux qui lèvent la main, on voit qu'ils sont là. Physiquement là, mentalement là, ça marque le fait qu'on va prendre une décision. Et puis, justement, ça va permettre de raccrocher les gens au wagon, les wagons au train s'il y a besoin. C'est-à-dire la personne qui va dire « Ah mais j'ai pas compris, est-ce qu'on peut reformuler ?» Une fois que tout le monde est prêt, la main est en l'air, on compte 3, 2, 1, votez. Tous ceux qui n'ont pas d'objection baissent la main. Ça c'est simple. Et si vous avez une objection, vous gardez la main en l'air. Ensuite, on va noter les objections. Peut-être qu'il y en a 0, et dans ces cas-là, tant mieux, hop,
c'est terminé, célébration. S'il y en a, on va essayer de les lever, les objections, une à une. Alors s'il y a beaucoup d'objections, on peut même les noter au tableau pour ne pas en oublier, et les rayer au fur et à mesure. Et donc l'objectif, c'est de lever l'objection avec l'intelligence collective. Donc là, il y a plein de façons de faire, hein, mais il faut que la personne qui a mis l'objection l'enlève, quoi. La plupart du temps, on va y arriver, et puis du coup, dans ces cas-là, on peut éventuellement refaire un tour d'objection si on le souhaite, si on pense que c'est nécessaire, notamment si la proposition elle a été modifiée entre-temps. Et puis sinon, on passe à la dernière phase, c'est bon, la décision est prise, elle est célébrée. Et idéalement, elle est même inscrite dans un journal de décision, parce qu'une trace par écrite, c'est toujours mieux que juste une décision à l'oral. Donc là, c'est ce qu'on appelle la phase de bonification, hein, la phase 5, où on essaye de bonifier la proposition pour faire lever les objections. Il y a des cas, dans le cas où on n'arrive pas à lever les objections, on a plusieurs possibilités. Alors ça peut être on n'arrive pas à lever les objections parce qu'on s'était donné 20 minutes sur le sujet, les 20 minutes sont passées. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se rajoute 10 minutes pour essayer de clôturer le sujet? Est-ce qu'on la reporte à la réunion d'après? Ou une prochaine réunion? Voire, est-ce qu'on sent qu'on a un peu atteint un blocage là, c'est-à-dire que même une réunion suivante, ça serait un peu contre-productif, et donc il vaut mieux que ce soit un petit groupe de travail qui réfléchisse sur la proposition pour essayer de lever le blocage. Dans ces cas-là, on crée le groupe de travail. Ce groupe de travail, il va être constitué de la personne qui a mis son veto, son blocage, son objection, pour reprendre le bon vocabulaire, une personne qui est plutôt pour la proposition, et une personne qui est plutôt neutre. Donc c'est au moins 3 personnes, ça peut être plus si vous le souhaitez. La personne qui a émis l'objection est en charge d'organiser la réunion. C'est elle qui a émis l'objection, donc c'est à elle de travailler à préparer la réunion. Si elle ne le fait pas, tant pis pour elle, la proposition revient à la prochaine réunion et elle est votée telle qu'elle. Enfin, elle est remise telle qu'elle au vote. Si jamais du coup, le groupe se réunit et arrive à lever les objections, tant mieux. Du coup, on arrive avec soit du coup la même proposition, soit une proposition amendée qu'on va pouvoir refaire passer par le processus. Il y a un cas aussi où malheureusement le petit groupe de travail il n'arrive pas à s'entendre, il n'arrive pas à trouver une solution. Dans ces cas-là, c'est pas grave, à la prochaine réunion, on arrive à nouveau sur le même cas, et là pour éviter ce cas de blocage, c'est là qu'on fait un vote. Et là le vote, c'est à vous de choisir, est-ce que c'est un vote à 50%, à 70%, vous pouvez choisir le taux de la majorité qualifiée, et donc ça va permettre quelque part de débloquer la situation quand même, de prendre une décision. On a entendu, peut-être qu'un tel il n'est pas d'accord, mais on a quand même besoin d'avancer, et donc du coup, on fera un vote. Très sincèrement, on arrive très rarement dans cette phase de vote. Nous, dans notre cadre du groupe d'habitat participatif, on était 15 foyers, donc 30 personnes, 30 adultes. Je vous ai dit un peu, énuméré tout à l'heure le nombre de domaines dans lesquels on devait prendre des décisions. Et en 4 ans, on n'a utilisé qu'une seule fois le vote. C'était pour le choix du modèle juridique, où on a fait plusieurs journées de travail sur le sujet. Et à la fin, quand il a fallu décider, il y avait toujours, on n'arrivait pas à lever les objections sur certaines propositions. Donc on a recouru au vote. Mais pour vous dire que c'est quand même assez rare, souvent en fait l'intelligence collective permet quand même de lever les objections. Donc voilà, ça fait lourd, hein, ça c'est toutes les règles du jeu de façon un peu complète. Maintenant, dans la vraie vie, en fait c'est très rare qu'on va faire tout. Hein. Sur une petite décision, je vous propose que maintenant, je vous propose que ce midi on va manger à la pizzeria. Il y a peut-être quelqu'un qui va poser la question quelle pizzeria? C'est celle-là, ok, tout le monde est ok. Moi je suis ok, bon voilà. Voire même, je dis rien. Et puis si la personne dit ok, j'appelle quoi. Puis est-ce qu'il y a des amendements à faire? Quelqu'un dit ah ouais, mais par contre plutôt à 12h30 ou quelque chose comme ça quoi. On peut avoir quelqu'un qui émet des objections, hein, qui dit non, on a déjà fait pizza hier, on fait autre chose quoi. Et puis dans ce cas, on essaie de trouver une autre solution collectivement pour bonifier la proposition. Alors est-ce que c'est écoute, on peut aller à la pizzeria puis tu mangeras aussi une pizza, il n'y a pas que des pizzas sur le menu, ou est-ce que c'est on change de restaurant? Bon, on trouve collectivement, et puis à la fin, c'est bon, la décision est prise, célébration. Et pour vous dire que le processus peut aller pour des petites comme des grosses décisions, et on peut couper dans certaines étapes du processus pour aller plus vite. Je mets un petit QR code là si vous voulez aller lire le processus de prise de décision que nous on avait dans le cadre de l'habitat participatif, qui est plus complet qu'un document de 4 pages, qui prend en compte un peu tous les cas possibles. Maintenant, je vais utiliser mes 5 minutes qui me restent là, plutôt pour vous dire comment vous pouvez faire maintenant pour mettre en place un nouveau processus de décision dans votre entreprise. Vous allez avoir 2 freins principaux, la hiérarchie et votre équipe. Alors concernant la hiérarchie, c'est sûr qu'idéalement, on se dit je vais demander à mon chef, est-ce qu'on peut changer le processus de décision? J'aimerais bien mettre en place un processus de décision par consentement. Est-ce que tu es d'accord?
Bon, dans les faits, on sait très bien comment ça va se passer. Il va dire je connais pas, c'est quoi, d'accord, ouais, bon, je sais pas, faut que je peux pas prendre la décision, faut que je demande à un tel. Bon, vous relancez une fois, deux fois, trois fois, et puis finalement, ça se fait pas. Donc, à vous de voir selon comment vous sentez votre hiérarchie, mais vous pouvez très bien choisir de court-circuiter la hiérarchie, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin en fait de la hiérarchie pour prendre cette décision-là. En fait, la façon dont vous décidez en interne dans votre petit groupe, quelque part, elle ne regarde pas la hiérarchie tant que vous ne changez pas l'interface. Si je reviens à des métaphores plus logicielles, vous pouvez refactor votre application tant que l'interface ne change pas. Donc si en fait, votre façon de changer en interne, elle a changé, mais que finalement, vu de la hiérarchie, il y a toujours un chef, c'est toujours lui qui est l'interlocuteur principal et qui prend la responsabilité, bon, en soi, ça continue de fonctionner. Donc ça, c'est la première réponse par rapport à la gestion de la hiérarchie. Et puis, je vais même dire mieux aussi là-dessus, c'est que souvent, c'est même mieux de partir par le bas et de faire monter vers le haut. C'est-à-dire que quand votre équipe commence à mettre en place un processus comme ça, et qu'on se rend compte que ça améliore votre vélocité à prendre des décisions, votre source d'épanouissement collectif, d'intelligence collective, et quelque part que votre équipe elle produit mieux, les autres équipes à côté, vous allez les contaminer. Soit parce que finalement, quand vous aurez expérimenté ça et que vous allez vous rendre compte que en fait, vous ne pouvez plus vous en passer, quand vous allez arriver dans des réunions où il n'y a pas ça, vous allez avoir envie d'amener un petit peu des touches de ça. Donc dans les autres équipes, UX, UI, etc., commerce. Soit simplement, au fur et à mesure, votre équipe fonctionne bien, les autres vont vous demander pourquoi, et puis peut-être qu'il y en a qui vont s'y essayer. Et au fur et à mesure, ça va ça va créer une culture au sein de l'entreprise. Ensuite, l'autre frein que vous pouvez avoir, c'est plutôt au sein de votre équipe. Alors là, au sein de votre équipe, vous connaissez mieux votre équipe que moi, mais il y a toujours des réfractaires au changement. C'est normal, hein. Changer, ça veut dire consommer de l'énergie, aller penser contre soi-même, se dire que jusque-là, potentiellement, on ne faisait pas la bonne méthode. Donc, il faut convaincre. Alors, à vous de voir, peut-être que la situation idéale, c'est vous avez une équipe qui est plutôt du genre curieuse, prête à essayer. Vous prenez sur étagère le processus de prise de décision par consentement. Vous prenez 10 minutes pour expliquer les règles, un peu comme je l'ai fait aujourd'hui. Et puis après, vous essayez. Et vous essayez, et puis forcément, vous allez amender, parce que vous allez peut-être adapter cet outil-là à votre contexte à vous. Et puis peut-être que finalement, après avoir essayé au bout d'un mois, vous dites, non, finalement, ça ne nous convient pas, on change. Et à la limite, faites vos règles. Mais ça lance une dynamique. Donc ça, c'est la version idéale. Maintenant, si vous êtes dans une équipe qui est plutôt réfractaire au changement et que ce genre de proposition, vous ne pouvez pas l'amener, soit parce que vous n'avez pas le statut dans l'équipe pour le faire, ou la légitimité, ou vous savez qu'il va y avoir des gens qui vont plutôt lutter contre cette proposition de façon pas très coopérative, peut-être que la méthode, c'est plutôt d'essayer de provoquer un moment collectif où on va élaborer ensemble la façon dont on décide. Parce qu'en fait, sans prendre un outil sur étagère, vous pouvez très bien faire un atelier où vous vous posez la question, comment est-ce qu'on décide ensemble? Et puis après, il y a des sous-questions à poser. Alors vous pouvez vous faire idée des ressources sur Internet pour savoir quelles sont les questions que vous pourriez poser pour entamer la discussion. Mais je vous l'ai dit tout à l'heure, ça va être qui décide, quand, comment, quel délai. On peut faire ça de différentes manières. Vous, si vous avez lu par exemple le processus de présidence par consentement, vous pouvez à ce moment de la réunion venir faire des propositions qui reprennent un peu de ces sous-ingrédients pour essayer d'aller faire d'aller dans le sens qui vous semble le mieux. Mais n'empêche que ce processus de co-construction, évidemment, il sera sûrement mieux apprécié par votre équipe. Et donc, vous aurez plus de coopération, moins de friction, puisque du coup, la personne, elle a l'impression que c'est un peu son processus, puisqu'elle l'a créé. Donc, il y a moins de chances qu'elle veuille y aller contre. Donc, c'est un peu les deux méthodes, que bien sûr, c'est à vous de voir selon votre équipe. La connaissance de votre équipe et aussi votre position dans l'équipe. Il me reste 2 minutes. On va essayer de prendre une prise de décision collective. Ah oui, mais ça nous en prendrait 2 au moins, je dis n'importe quoi, ça prendrait 2 jours sur 4, tandis que s'il y a une autorité centrale qui prend la décision, on gagne énormément de temps. Donc est-ce qu'il n'y a pas Tout à fait, tout à fait. Ah mais bien sûr. L'autorité qui permet de trancher, d'avoir une décision rapide, efficace, c'est la même autorité, on est sûr qu'il y a une continuité. Et en même temps, l'inconvénient de cette méthode, c'est que forcément, c'est une personne, une autorité centrale qui aide bien, les autres pas forcément. Bien sûr. Ok, alors je répète la question pour le micro. La question, c'est de se dire, une autre contrainte potentielle, c'est le temps.
puisqu'en entreprise, on est toujours contraint par le temps. Des fois, on a des décisions à prendre dans des délais assez courts. Or, ce genre de méthode est peut-être plus longue que de faire appel à la hiérarchie, à un chef qui va prendre la décision de façon rapide. Comment on peut gérer? Est-ce qu'on ne peut pas avoir l'un ou l'autre? La réponse que je donne à ça, c'est que déjà, on ne va pas apprendre à quelqu'un à nager quand il se noie. Donc si vous êtes dans une situation où vous n'avez pas le temps, c'est peut-être pas le moment de mettre en place un nouveau processus de décision. Il faut réussir à ralentir un peu. Puisqu'une fois qu'on l'a expérimenté, pour le coup, c'est pas si lent que ça. Pour autant, il y aura toujours, effectivement, la personne qui décide tout seul, elle va toujours plus vite que la personne qui doit prendre un temps de réunion, même si c'est 5-10 minutes, c'est déjà plus. Hop. Je me perturbe moi-même. Dans les faits, c'est ce qui se passe souvent. Typiquement, il y a un chef qui arrive et qui dit « bah ouais, tiens, il nous faudrait telle fonctionnalité, et combien de temps ça prend ?» Bon bah en fait, la personne la plus capable de l'équipe ou le CTO va être capable de faire un chiffrage macro et de dire « bah ça va prendre à peu près 3 semaines ». Mais ça, c'est pas la décision collective, c'est juste, on a dit à peu près combien de temps ça va prendre, il n'y a pas eu besoin de réunir toute l'équipe. Pour autant, si on veut faire un chiffrage fin, bah là, il va peut-être falloir faire du poker planning, il va peut-être falloir réunir l'équipe, et à nous de décider quelque part sur chaque décision, à quel point on veut que ça soit une décision collective ou non. Et quand je dis qu'il faut adapter le processus de décision, c'est aussi adapté aux situations. Parfois, on va faire le processus de décision complet, parfois, en fait, c'est juste une personne qui va décider, surtout que ça va être selon les sujets. Il y a peut-être tel sujet, en fait, on considère qu'il y a telle personne qui est experte, et quelque part, on lui fait confiance pour prendre les bonnes décisions. Et ce qui n'empêche pas après, a posteriori, l'équipe de revenir sur une décision qui a été prise pour dire « bon, tu as pris cette décision, mais finalement, on se rend compte qu'il y a tel souci, bah, est-ce qu'on ne peut pas en reparler pour changer la décision ?» Mais... Oui. Bon, bah, est-ce que j'ai à ouvrir ma gueule, désolé l'expression, si on prend une décision juridique? Complètement. Donc là, la question, c'est de se demander, quand on est sur une décision qui implique un sujet dans lequel on n'a pas de compétences, est-ce qu'on a le droit de donner son avis sur le sujet? Est-ce que c'est légitime? Voilà, ce genre de questions. Nous, évidemment, c'est pour compléter la question? Oui, c'est pour proposer une réponse, c'est-à-dire qu'on peut rapidement apporter son consentement, puisque finalement, on n'est pas pertinent et légitime sur la question. Complètement, voilà. Alors, il y aura plusieurs réponses à ça, hein. Et encore une fois, c'est à vous de définir votre processus de décision. Donc peut-être que, par exemple, sur les décisions juridiques, on sait qu'on a créé un petit groupe de 3 personnes qui s'occupent des questions juridiques, parce que potentiellement, c'est même leur fiche de poste. Bon, on leur fait confiance. Et c'est eux qui prennent les décisions et pas tout le monde. Ça ne sert à rien de rassembler tout le monde pour toutes les décisions. Hein. Là, je vous invite à aller regarder l'holacratie ou sociocratie, ça c'est des choses très intéressantes pour la gouvernance. L'autre chose, c'est que pour autant, des fois, on est quand même légitime à être dans une réunion quand on n'a pas la compétence. Dans le cadre de l'habitat participatif, je peux vous dire qu'on était loin de maîtriser tous les sujets. On avait plein de petits groupes et pour autant, souvent, en fait, les petits groupes de travail, ils n'avaient pas la souveraineté de prendre la décision à eux tout seuls. En fait, ils préparaient en amont la décision, ils la ramenaient au cercle principal où il y avait les 30 personnes et là, on devait prendre la décision ensemble. Et parler juridique, et parler urbanisme. Donc là, il y a un travail de pédagogie. Et ensuite, du coup, on fait avec. Mais les gens vont poser des questions. Et pour autant, comme tu l'as dit, chacun a des compétences différentes. Et donc déjà, en fait, ils vont apporter un autre point de vue quand même, qui est toujours intéressant. Et puis, comme l'a dit Julien, finalement, la plupart du temps, si je peux vivre avec, je vis avec. Hein. Donc ça passe. Ah, ça peut être bien, ouais, pour... Exactement. Voilà, on est passé sans transition vers les questions, mais c'est très bien, on est dans les timings. T'as pas une conclusion à nous donner? Même pas. J'en donnerai peut-être à la fin des questions. Merci pour cette présentation. C'est que pour le... Si. Mais voilà, c'est ça. Je m'en doutais. Et moi, je voulais savoir, donc si j'ai bien compris, c'est-à-dire qu'on ne repasse jamais par l'étape 0, enfin, sauf si c'est la 3e étape. Oui, je veux bien. Alors si, on repasse par l'étape 0. Ouais, c'est là que j'ai pas très bien compris. Si on dit, tu as présenté ça comme le premier qui arrive avec sa proposition, on fait le tour. Mais j'avais l'impression, la manière dont tu l'as passé, c'est qu'on l'amende, mais ça va quand même rester là, cette proposition-là, on l'amende et on lève les objections. Voilà. Et peut-être que quelqu'un d'autre avait une toute autre proposition. Et voilà, il n'y a jamais de comparaison à un moment donné ou... Alors, dans la majorité des cas, on n'a pas forcément besoin d'aller jusqu'à la comparaison, on n'est pas sur des sujets complexes. Et donc, effectivement, il y a quelqu'un qui va faire à un moment une proposition, soit qu'il a préparé en amont, soit qui vient d'émerger dans la réunion. On va aller jusqu'à la phase d'amendement. La personne peut très bien choisir finalement de lâcher sa proposition, on revient au début.
Pendant la phase d'objection, on peut très bien se dire waouh, on est vraiment sur un blocage et finalement la personne qui avait fait la proposition, elle choisit de lâcher l'affaire et de dire bah non, mais je pense que finalement faut qu'on parte sur une autre direction parce qu'on ne semble pas pouvoir lever les objections. C'est une possibilité. Et pourquoi c'est... Donc tu dis c'est la personne qui a fait l'amendement, non, qui a fait la proposition ou la personne qui subit les objections, enfin voilà, qui a fait la proposition, qui dit j'abandonne mon idée. Oui. Pourquoi ça vient que de là et pas... Alors parce que le problème c'est qu'il faut décider comment on fait pour abandonner une idée. Ouais. Et donc du coup la réponse qu'eux ils ont apportée dans cet outil-là, c'est de dire que c'est la personne qui a proposé, qui a la souveraineté de dire on continue ou on s'arrête. Donc à ce moment-là, il faut vous dire dans votre tête ça tourne, hein, parce que c'est le moment où vous prenez un rôle assez collectif, hein, vous avez la casquette de prendre la décision qui va correspondre au groupe. Donc c'est-à-dire qu'il ne faut pas penser qu'à vous à ce moment-là, il faut penser au groupe. Alors évidemment, il y a le cadre qui aide à ça, et les autres personnes, mais donc c'est vous qui avez la capacité de retirer la proposition. Ceci étant dit, si on est sur des sujets complexes, et ben en fait souvent ce qui va se faire, c'est que dès cette phase de préparation, on va énumérer les différents scénarios possibles. Et potentiellement, on peut aller jusqu'à faire des méthodes de vote par jugement majoritaire, par exemple, pour pouvoir essayer de détailler. On peut faire des présélections. Quand c'est des cas complexes, on est parfois obligé. Mais en fait, une fois qu'on a entendu les différents scénarios possibles, 2-3 scénarios, il y a quelqu'un qui se dit bon ok, moi je propose qu'on fasse tel scénario. Et là on commence à rentrer dans le tuyau. Et peut-être qu'on va se rendre compte que finalement on va reprendre un autre. Ou on va se rendre compte que en fait on peut lever les objections qu'il y avait sur le scénario et aller jusqu'au bout. Est-ce qu'il n'y a pas aussi des sortes de présupposés, on va dire, à ce qu'un système comme celui-là puisse marcher? C'est-à-dire la capacité du groupe à identifier le moment où justement quelque chose a un impact sur le groupe. Et donc à identifier qu'il faut prendre une décision, qu'il faut adhérer à ce processus de décision collectif, voire peut-être qu'il y a besoin je sais pas, je pense à mon jeune vécu dans une jeune équipe de dev, qui a besoin d'une convention sur une façon de faire, qui a besoin de... Voilà. Et donc du coup, est-ce qu'il n'y a pas aussi quelque part besoin de conscientiser le collectif et les besoins de décision du collectif avant de pouvoir le mettre en œuvre? Et du coup, comment on fait? Complètement. Alors tu as raison de dire qu'effectivement il y a une part de présupposé en fait. Hein. C'est-à-dire que si finalement on fonctionne comme on a dit qu'on fonctionnait aujourd'hui, c'est parce qu'en fait on reproduit simplement ce qu'on a vu à l'école, en entreprise, en famille, et puis c'est tout, on reproduit. Ça c'est une nouvelle méthode. Comme toute nouvelle méthode, ça demande un temps d'apprentissage, d'essai-erreur. Et donc il faut quand même être dans une démarche de curiosité intellectuelle, d'apprentissage, ce qui ne sera pas compatible avec tout le monde, ni avec tous les individus, ni avec toutes les équipes. Et ni avec tous les contextes. C'est-à-dire qu'il faut aussi que ce soit au bon moment. Donc à vous de juger de tout ça. Il n'y a pas de méthode miracle, il faut s'adapter quelque part à chaque contexte. Pour autant, évidemment, qui dit nouvelle méthode dit pédagogie. Hein. Il y a plein de façons d'introduire cette nouvelle façon de faire. J'en ai proposé 2 tout à l'heure en prenant soit l'outil sur étagère, soit en provoquant une réunion où on discute gouvernance. Il y en a encore plein d'autres. Donc à vous de vous adapter. J'ai malheureusement pas de solution miracle. Merci. Encore un peu de temps pour des questions, si vous voulez. Merci beaucoup. Beaucoup de choses à absorber. Dans les prises de décision qu'on doit faire quelquefois, plusieurs fois par jour, il y a est-ce que ce code, on l'accepte ou pas dans la base de code commune? Ça me semble pas être très approprié pour... pour le coup, ça va être trop long. Donc j'ai pas mal vu ce que font les projets open source et ils font plein de choses très différentes. Et qui est plus proche de nos métiers du coup, forcément. Est-ce que dans l'habitat participatif ou dans d'autres expériences que tu as eues, tu as des choses à nous partager sur ces prises de décision plus fréquentes? Ouais. Alors effectivement, je disais que des outils, il faut les adapter finalement à chaque contexte. Là, dans le cadre de l'APR, moi déjà, le premier truc qui me vient en tête, c'est quelque chose que j'utilise depuis quelques mois, c'est le Conventional Commons. Donc vous connaissez peut-être le Conventional Commits pour les messages de commit. Le Conventional Commons, il y a un site sur le net. En gros, ça vous préconise une façon de faire vos commentaires sur les PR qui, quelque part, donne un peu l'intention que vous avez derrière le commentaire et donc qui clarifie un peu les choses pour la personne qui relit derrière. Est-ce que c'est juste une suggestion ou est-ce que c'est un bloquant ?
c'est sur quel sujet, enfin, vous irez voir, mais je pense ça peut contribuer à la communication et à la méthode de prise de décision. Pour autant, on pourrait même imaginer une processus de décision par prise de consentement en faisant, de même qu'on fait du pair programming, voire de l'extrême programming, on pourrait très bien refaire de la revue de PR à plusieurs. Et à ce moment-là, utiliser ça. Mais voilà, c'est les premières réponses que j'ai. Après, je pense qu'il faut inventer ces méthodes. Hein. Et tu mentionnais le pair programming, par exemple, qui change complètement la manière d'aborder la chose. Ah, Julien, tu as compris? Ou la pull request incrémentale pourrait marcher. Ouais, peut-être. Ouais. J'ai une conférence du Breastcamp à venir sur les pull requests incrémentales où on découpe les pull requests en plus petits sous-ensembles pour éviter d'avoir des trucs énormes. Voilà, et je me dis, est-ce que ça peut pas être une solution pour justement avoir moins de temps de décision à passer sur une PR? Bah, bien sûr, hein, de toute façon, en fait, quelque part, dans la phase de préparation de la proposition, elle est vachement importante. Hein. C'est sûr que quand on arrive sur un sujet où en fait la personne elle a pré-mâché la décision en vous disant bah, voilà le contexte, voilà les différentes possibilités qu'on a, voilà ce que ça implique, maintenant décidons ensemble, ça prend moins de temps que si on arrive au début de la réunion en n'ayant pas envoyé d'ordre du jour, en n'ayant pas mis d'heure de début de réunion, pas d'heure de fin, ensuite les gens sont sur leur téléphone et puis finalement on commence en disant bon alors il y a tel sujet, il faut qu'on prenne une décision. Ah bon ok c'est quoi déjà Bon bah voilà, hein, la phase de préparation elle est vraiment importante, ça vous en doutez. Donc ça, voilà, ça correspond à ce que tu disais. Ça va être peut-être la dernière question. Faut pas trop se battre, hein. Ouais, et on n'a qu'à donner à quelqu'un qui n'a pas encore posé la question peut-être. Je vois pas. Non, finalement tu... Ah bon bah du coup c'est bon. On a une personne, bah il va jusqu'au fond, tu peux passer. Merci. C'est pas une question qui va durer trop longtemps, mais bon, il y aurait beaucoup trop de choses à dire, donc je vais aller vite. On a encore du temps après. Ouais. Tour d'un verre. Après, avec plaisir. C'était pour savoir, donc c'est pas mal comme graphique, mais est-ce que comment est-ce qu'on peut prolonger justement cette chaîne de décision en faisant un retour sur expérience? Par exemple, une décision où tout le monde était d'accord, ok, ça a été admis, les amendements ont été faits, ça a été bonifié, et en fin de compte, bah, ça a été catastrophique et invivable pour tous ceux qui ont subi la décision. Comment est-ce qu'on peut faire pour prolonger la scène? Est-ce qu'on remet dans ces cas-là un cycle de prise de décision ou... Ah bah oui, ça c'est ce que tu fais dans les cas des sprints finalement, c'est de revenir sur une situation et de reparler, c'est un post-mortem. Hein, et en fait, toute décision qui a été prise, nous on part du principe qu'elle est mouvante. En habitat participatif, on parle du fait que c'est pas un bloc de marbre qu'on est en train de construire, mais c'est du marbre mou. C'est-à-dire que quand il y a un nouveau qui arrive, il va pas pouvoir casser le bloc et d'un coup quoi. Mais il va pouvoir le façonner au fur et à mesure. Mais c'est-à-dire que les changements sont toujours un peu incrémentaux au fur et à mesure. Donc il ne s'agit pas de venir tout casser. Là c'est pareil. Une décision qui a été prise, elle n'est pas mise dans le marbre. Elle est encore malléable. On pourra revenir dessus. Et là, en utilisant effectivement ces prises de décision ou d'autres d'ateliers, de perspectives, de plein de choses. Je vous invite quand même à aller éventuellement lire ce document-là qui est un peu plus précis sur ce que ça donne en termes de prise de décision. Le QR code est trop petit pour mon téléphone. Vous viendrez me voir. On pourra vous partager aussi la presse et puis elle sera sûrement avec la vidéo. Pour conclure, peut-être juste la phrase de fin, c'est que finalement la prise de décision, ça peut créer pas mal de friction. Et toute cette friction, c'est de l'énergie qu'on ne met pas dans le fait de créer des choses, d'être en train de faire, quoi. Donc prendre du temps aujourd'hui pour améliorer sa méthode de prise de décision, pour mettre à jour son logiciel là-dessus, c'est peut-être à gagner énormément de temps. Il y a un ROI énorme là-dessus. Donc voilà, j'espère que vous avoir convaincu ce soir. Vous irez me le dire tout à l'heure. Merci pour votre écoute.